On passe à l'intervention de notre ami Juan Alonso. Bien, merci beaucoup, Maria Giulia. Et j'ai oublié le titre que j'ai donné, mais bon. Non, mais attends, dai, ne soyons pas approximatifs. Alors, non. Donc, alors, vas-y, dis-moi. Pour votre information, automatisation, sédimentation sémantique et idéologie. Bon, à peu près. Bien. Comme vous voyez là sur l'écran, il y a quelques semaines, avec Maria Giulia, nous sommes allés voir l'expo sur l'intelligence artificielle au Jeu des Pommes, organisée par une personne, par notre collègue Antonio Somaini, qui m'avait invité l'année dernière. Et parmi les nombreuses installations et objets qui étaient dans l'expo, on a vu ce tableau magnifique, une sorte de deux grands murs, dont une partie, vous pouvez la voir là. Attends. Participants. Attendez. C'était... Non, ça va. Ça va? OK. Donc, devant cette œuvre réalisée par Kate Crawford, qui est une chercheuse et artiste aussi, et Vladan Joler, et ça s'appelle, ce travail immense, ça s'appelle Calculating Empires. Dans ce travail, bon, cette installation, on a l'impression de voir une sorte d'encyclopédie gigantesque, plein de lignes, de noms, de dates, de trajectoires. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Pourtant, plus on s'approche, on regarde un peu dans les détails, il apparaît un autre type de géographie, celle tout simplement du calcul, de l'automatisation et au fond de la question du pouvoir qui en découle. Et c'est ça vraiment la question que cette installation montre, c'est le lien entre automatisation, processus d'automatisation et idéologie et pouvoir. L'œuvre retrace plus de 5 siècles, ça commence au début de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine, une histoire du calcul, de l'automatisation dans tous les champs, dans tous les domaines humains. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, rien que pour cette installation, ça vaut vraiment la peine. Sur l'automatisation du temps, de l'éducation, des émotions et de l'intelligence, du corps humain, de la biométrie, de tous les domaines de la médecine, de la prison, évidemment, des institutions pénitentiaires, de la police, des frontières, la bureaucratie, le colonialisme, les systèmes politiques économiques, la production économique, l'énergie et les ressources, la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère, l'astrosphère, la représentation spatiale, l'architecture, les infrastructures de surveillance, les doctrines et les systèmes militaires, donc tous les domaines de l'activité humaine sont exposés là, tous ou presque tous, avec une expo qui montre les processus d'automatisation de plus en plus sophistiqués tout au long des 5 derniers siècles. Donc, qu'est-ce qu'elle montre, cette expo? Elle montre que les calculs et l'automatisation, d'abord, n'est pas né avec les ordinateurs, loin de là, et elle met surtout en évidence qu'il y a une sorte de véritable généalogie du contrôle à travers une continuité historique qui culmine dans un long processus d'automatisation du regard et du jugement. Je cite l'artiste, chercheuse Kate Crawford, qui dit « Le projet s'intitule Calculating Empires, a Genealogy of Technology and Power, 1500-2005. Cette exposition, dit-elle, s'articule autour d'une vaste visualisation que je conçus avec mon collaborateur de longue date, Vladan Joler, et qui s'étend sur 5 siècles. À la manière d'un schéma de circuit détaillé, nous avons cartographié les trajectoires du pouvoir impérial à travers de multiples systèmes, colonialisme, militarisation et automatisation. Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse ici, pour le projet de notre séminaire de cette année, c'est que cette installation montre que le processus d'automatisation cherche à comprendre comment les formes sémétiques se sédimentent, comment elles s'organisent en régularité, comment elles se figent en automatisme et finissent par produire des effets idéologiques de motivation.
ce que Crawford-Zoller montre, c'est que l'automatisation du monde est d'abord une automatisation du sens. Chaque ligne sur leur carte correspond à une étude interprétative, une forme répétée de construction des valeurs sémantiques et de traduction de la culture en protocole qui conforme les structures sémantiques. Cette œuvre fonctionne comme une sorte de métasémétique des systèmes d'automatisation de plusieurs substances d'expression médicales, politiques, mathématiques, judiciaires, etc. Un ensemble de structures répétées qui construisent des formes de pouvoir et d'idéologie. La traduction de formes sémétiques diverses, émotions, corps, système judiciaire, etc., en calcul transforme les différentes manifestations de la culture en opérations qui fonctionnent comme des formes de réflexes, fonctionnent comme de purs réflexes. Foucault, je rappelle ici, en particulier dans Surveiller et punir, est clair, à mon avis, un de ces moments de l'histoire où l'automatisation colonise toute la sémiosis et d'une certaine manière prend le dessus. Pour Foucault, vous vous rappelez, les projets réformistes du système pénal de la fin du XVIIIe siècle ont été supplantés par des techniques disciplinaires donnant lieu à des tactiques en discours, selon l'expression de Michel Desserteaux. L'idéologie réformiste des Lumières qui prétendait fonder une justice des peines appliquées au délit qui serait utile à la société et éducatrice pour le condamné, les procédures disciplinées qui vont être appliquées de façon automatique se substituent au système judiciaire pensé par les Lumières. Et Foucault dira ainsi, s'il est vrai que la réforme comme théorie pénale et comme stratégie du pouvoir de punir a été dessinée au point de coïncidence de ces deux objectifs, sa stabilité dans l'avenir a été due au fait que le second, c'est-à-dire l'automatisation, au fait que le second a pris pour longtemps une place prioritaire. Donc, Foucault montre que cette réforme pénale passe de projets à institutions, puis un ensemble de pratiques qui donnent lieu à ce qu'il lui appellera une sémiotechnique composée d'une série de règles qui s'implémentent, si on peut dire, d'office. Les techniques prendront le dessus sur le projet idéologique et s'en affranchiront. Toutes ces techniques et procédures vont s'imposer sur les théories sociales à partir desquelles elles sont nées. Ces déplacements instaurent ainsi une nouvelle forme de la praxis énonciative politique, celle d'une technologie du pouvoir, sans l'assumption de la part d'aucun sujet, car elle s'accomplit de manière autonome, voire automatique, créant une objectivisation des crimes et des criminels et construisant un mode de gouvernance, tout simplement. Ainsi, ce qui, au début, naissait comme une véritable innovation politique, avec un sujet politique assumant pleinement la responsabilité du discours, s'est transformé par la suite en une mécanique et une automatisation qui, sous prétexte d'efficacité, se sont muées en une pure mécanique énonciative impersonnelle, donc automatique. À mon avis, ce que fait apparaître donc cette œuvre, celle que vous voyez ici, comme dans le cas dont on parle de Foucault, c'est cette tension entre création et répétition, entre invention et inertie. Parce que le cas de Foucault est clair, il y a une véritable innovation politique qui se transforme tout simplement en un pur automatisme mécanique. Et c'est à partir de cette tension que j'aimerais justement aborder les questions qui étaient plus ou moins dans les titres, l'automatisme sémantique comme mémoire active du sens, la stéréotypie comme figement de cette mémoire et l'idéologie comme naturalisation de ces figements. Autrement dit, comment le langage, en se répétant, produit-il du sens? Comment cette répétition se transforme-t-elle en stéréotypie? Et comment, enfin, la stéréotypie devient-il une forme d'idéologie et de pouvoir? Et c'est là, dans cet entrelacement du calcul et du langage, qui s'esquisse une sorte de sémétique de l'automatisme, c'est-à-dire une réflexion sur la manière dont nos habitudes de sens individuels et collectifs s'inscrivent aujourd'hui dans des dispositifs techniques automatiques. Bien, donc, qu'est-ce que ça veut dire penser l'automatisme sémantique, la stéréotypie de l'idéologie? En fait, c'est revenir à la question de qu'est-ce qui se passe quand le langage fonctionne tout seul. Bon, évidemment, pour nous, on a pensé toujours le langage comme la parole, comme l'expression d'un sujet conscient, comme un acte de création, mais cette image, évidemment, nous le savons très bien, dissimule notre réalité. C'est une partie de la part de notre parole nous précède. Donc, c'est entre les deux que se joue cette question de l'automatisme.
Cet automatisme, bien entendu, n'est pas un défaut du langage, mais un accident. On le sait, c'est sa condition même. Pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait déjà, pour qu'un mot ait du sens, il faut qu'il ait déjà été entendu. Pour qu'une phrase fonctionne, il faut qu'elle s'appuie sur des structures, des habitudes, des attentes partagées. Le langage, pour signifier, doit répéter. Ça, on le sait très bien. Et c'est ce paradoxe, justement, que la sémiotique essaye d'interroger. C'est-à-dire, le sens est en même temps événement et sédimentation, invention et mémoire. Dans l'histoire de la sémiotique, plusieurs auteurs ont travaillé d'une manière ou d'une autre sur cette question. On le sait très bien que dans la pensée de Peirce, les concepts fondamentaux d'habitude est central pour sa conception de la sémiosis. Pour lui, chaque interprétation s'appuie sur des régularités intérieures, sur des schémas de reconnaissance. La signification, pour lui, n'est pas une image mentale, mais une loi des comportements. Comprendre un signe, c'est savoir comment il répond. Donc, au fond, il dépend justement de ses habitudes. Donc, cette idée d'habitude de ce Peirce ouvre une réflexion pour le sujet qui nous intéresse, celui de l'automatisme, parce que l'automatisme sémantique ne renvoie pas tout simplement à la répétition mécanique, mais à la dimension habituelle du langage, un réseau d'habitudes sémiotiques qui permet la continuité du sens. Donc, parler, ce n'est pas seulement dire, c'est réactiver des modes de dire, rejouer des régularités, etc. Donc, première conséquence, la signification n'est jamais, on le sait, une pure invention, c'est une reprise. J'insiste beaucoup sur ce mot qui plaît beaucoup à Denis. Donc, une forme déjà restituée, la reprise de quelque chose qui existe déjà. Donc, l'acte sémiotique est un compromis entre cette mémoire et une invention, entre un code, disons, une structure déjà stabilisée et un événement. D'autres auteurs ont réfléchi. Au fond, si on reprend Benveniste, sa conception de l'énonciation, au fond, il reprend un peu, il se pose aussi la même question quand il pense que la langue est aussi, l'acte de langage est aussi un acte de tisser d'habitude. L'énonciation n'est pas une pure invention du sujet, elle ne fait que réactiver des formes impersonnelles de la langue, ça on le sait, forme le pronom personnel par exemple. Donc il y a chez Benveniste cette idée, bon, implicite bien entendu, que l'automatisme n'est pas extérieur au sujet du langage. D'accord. Donc c'est cette tension entre contraintes de l'automatisme et liberté, entre structure et invention, qui est au cœur justement du problème, comme a été déjà un peu dit par Maria Giulia, de la praxis énonciative, de la praxis énonciative. Et je me souviens d'un texte récemment publié par Denis, un article publié chez Versus intitulé « Le jeu d'instance énonçante entre tradition et inventivité », en mettant justement, en parlant de cette réflexion des relations entre tradition et innovation, Denis montre qu'on peut reconnaître cette même tension dialectique dans la praxis énonciative, à savoir ce mécanisme double d'un côté de la convocation permanente des produits de la praxis et sa révocation. C'est-à-dire la convocation comme reprise, répétition, ressassement, qui engendre l'usage des communautés linguistiques et culturelles, qui crée des règles jusqu'au cliché, et qui fait face justement à la révocation, laquelle dénonce cet usage au bénéfice de la déviation, mais aussi du changement, de la révolte, etc. Or, ce que justement Denis nous signale, nous indique, c'est que la révocation créatrice, elle peut elle-même être vouée à la convocation, jusqu'à infiniment réénoncer, et l'entresout aussi à son tour dans l'usage. Greimas, et là, tu peux mettre la diapositive suivante, soulève ce même paradoxe. Il dit, et je vous cite cette longue citation, il dit « L'usage, cette utilisation de nos jours, des jours de notre vie, paraît à première vue une excellente chose. Nos comportements quotidiens, convenablement programmés et optimisés, perdent peu à peu leur signifié, de telle sorte que d'innombrables programmes d'usage n'ont plus
besoin d'être contrôlés un à un. Nos gestes se muent en gesticulation, nos pensées en clichés, les usages sociaux automatisés dispensent l'homme des corvées de l'eau, du chauffage, de la lumière. Si l'usage, transformant les gestes sensés en insignifiance, comporte malgré tout des effets libérateurs, l'usure, prenant son temps, s'attaque à des tranches de vie que l'homme aimerait consacrer à autre chose, à ce qu'il appelle vie, et se met à les grignoter. Continue, car embellir la vie en se ménageant des sorties, n'est-ce pas déjà reconnaître que le lieu d'où l'on sort n'est pas la vie, et se constituer ainsi un ailleurs imaginaire nourri d'attentes et d'espoir? Les sorties ont beau être variées dans leur contenu, leur forme n'en est pas moins redondante. L'itérativité risque alors de devenir la dimension aspectuelle dominante de la vie. Pour moi, Greimas met ici en évidence, disons, le confort de cet automatisme, qui sont sans aucun doute des mécanismes qui, pour le dire avec une expression très courante aujourd'hui, allègent la charge mentale et nous permettent de prêter attention à d'autres activités. Merleau-Ponty, dans Phénoménologie de la perception, à propos de cet automatisme du corps, indique que l'expérience motrice de notre corps n'est pas un cas particulier des connaissances. Elle nous fournit une manière d'accéder au monde et à l'objet, une practomiosie, qui doit être reconnue comme originale et peut-être comme originaire. Mon corps a son monde, ou comprend son monde, sans savoir à passer par des représentations, sans se subordonner à une fonction symbolique ou objectivante. Et donc, le fait justement de ne pas passer par cette représentation, donc d'être en quelque sorte réalisé par un non-sujet, permet d'évacuer à d'autres tâches qui, elles, existent justement, une prise en charge par un vrai sujet. L'automatisme, donc, il est aussi ici conçu comme une structure figée, pure répétition à l'identique, mais comme disposant d'un pouvoir d'adaptation dont on pourrait dire ce que Merleau-Ponty dit de l'habitude. C'est le corps, comme l'a dit souvent, qui attrape et qui comprend le mouvement. L'habitude est un savoir qui est dans les mains, qui ne se livre qu'à l'effort corporel et ne peut se traduire par sa désignation objective. Donc, on retrouve ici l'idée de l'automatisme comme compétence incorporée, laquelle s'exprime dans l'action. Or, comme Greimas le fait comprendre dans la citation que je viens de vous lire, derrière cet automatisme facilitateur se cache toujours le risque de la désémantisation. Plus sournoisement encore, celui d'un nouvel automatisme dans une sorte de fuite en avant permanente qui devient elle-même récurrente et construite comme une pure réponse réflexe. Car si l'on ne peut pas donner des avantages, si on ne peut pas douter des avantages de l'automatisme, on ne peut pas nier les effets négatifs de certains de ces avantages. Si l'automatisme permet de réaliser un grand nombre de pratiques avec peu d'investissement du sujet, l'inattention que celui-ci prête à ces activités même diminue sa capacité d'adaptation et d'ajustement aux aléas, justement à cause de cette même inattention, qui laisse passer inaperçue des singularités possibles. Donc, si on accepte que l'essence naît de la répétition, l'automatisme sémantique est cette mémoire du langage. Mais cette mémoire, en se consolidant, tend à se figer. Ce qui, au départ, rendait la communication impossible peut devenir une contrainte, voire une forme de pouvoir installer. Quand la régularité cesse d'être perçue comme telle, elle se transforme, on le sait, en évidence. Le déjà dit devient le naturel devient l'idéologique. C'est ce que Barthes nous avait très bien déjà montré. C'est à ce point de bascule, lorsque l'automatisation devient un stéréotypie, que se joue la question politique du sens. Car le stéréotype n'est rien d'autre que l'automatisme devenu inaperçu, une forme répétée des discours qui ne cessait plus de répéter. C'est un peu ce que quand il citait Pierre-Louis, il disait que finalement le stéréotypie, on ne plus l'avoir, tout simplement. Et c'est ici qu'il me paraît pertinent de faire appel à la distinction que fait l'homme entre culture textualisée et culture grammaticalisée. Selon l'homme, chaque culture s'autodéfinit soit comme un ensemble de textes, soit comme un système de règles. Chaque culture produirait donc des métasémiotiques, mais ces métasémiotiques seraient de deux types, selon les procédures de généralisation utilisées. D'un côté, des cultures textualisées, de l'autre, des cultures grammaticalisées. Ainsi, de la même manière, on pourrait penser qu'il y a des automatismes produits comme un ensemble de textes répétés, des pratiques sémiotiques réitérées, et de l'autre, des automatismes fondés sur des règles,
instaurés par des grammaires qui fonctionnent comme un modèle pour la production des textes et des pratiques. Les deux formes d'automatisation sont le produit de deux types de métasémiotiques. Mais il y en a une, pardon. La dernière, celle qui fonctionne comme grammaire, excuse-moi. Donc, il y en a une qui fonctionne par répétition récurrente des textes et l'autre par l'application d'une règle, générant toujours le même texte. Or, les premières, celles qui fonctionnent par la répétition récurrente des mêmes textes et pratiques, fonctionnent par une sorte de processus inductif interne au discours eux-mêmes et finissent par créer un modèle ad hoc par une mise en système, une sorte de grammaire inductive qui donne lieu à une forme de naturalisation, de motivation et donc de stéréotypie. Mais si dans le cas de l'autre processus d'automatisation, la règle est toujours présente explicite, parce qu'on sait que c'est à partir de la règle qu'on produit, et dont les sujets sont conscients de son existence, quand il s'agit des métasémiotiques grammaticalisées, disons, dans le premier, quand il s'agit tout simplement de la répétition de textes, les sujets, la règle est occultée, ou en tout cas oubliée. On fait les choses comme ça, parce qu'hier, on les a faites comme ça, c'est tout. Donc, il n'y a pas de règles. Donc, de ce point de vue-là, ça donne l'impression de motivation, il fonctionne aussi comme de pure tautologie. Donc, qui fonctionne aussi avec une règle, mais la règle est oubliée, alors que dans l'autre cas, la règle est présente toujours. Donc cette forme tautologique fonctionne comme une sorte de langage qui se replie sur lui-même en répétant ce qu'il énonce, sa véritable progression du sens. Toujours répéter, exemple qu'on connaît, en chaque achat, les choses sont ce qu'elles sont, etc. Donc, une sorte de mime d'un discours, une sorte de fonctionnement mécanique, sans invention ni déplacement. Et comme on le sait, elle, cette forme d'automatisme naturalise l'énoncé, il le rend évident, indiscutable, comme si le langage ne disait que la vérité du réel, quoi. Et d'un autre côté, elle produit une sorte de fatigue du sens, une forme de clôture du langage qui devient pur réflexe. Cette forme répétitive, tautologique, créant une naturalisation du langage, fait apparaître les choses comme allant de soi. Donc le langage devient transparent, donc d'une certaine manière idéologique, car il occulte les mécanismes rhétoriques qui l'ont engendré, produisant ainsi une sorte de réification et faisant disparaître justement la nature arbitraire du langage. Or, si le langage, bien entendu, traversé par des automatismes, il peut faire de ceci aussi l'objet de sa propre réflexion. C'est justement le travail, on le sait, des artistes, écrivains, etc., des penseurs comme Flaubert, Beckett, Deleuze ou Barthes ont essayé justement de désautomatiser le sens, rendre visible ce que dans la langue apparaît comme, disons, endormi. Donc, voilà, la question, je pense, une des questions sur lesquelles on peut travailler, moi je pense, c'est sur la question, en fait, aussi diachronique, comme disait Maria Giulia, retracer le passage du fonctionnement automatique du langage à son institution idéologique en passant par la forme intermédiaire du stéréotype. Donc, interroger ces longs parcours, donc interroger en même temps, à partir de là, la possibilité d'une praxis sémiotique capable de réintroduire, pour reprendre Deleuze, la différence dans la répétition. Évidemment, face à cette forme d'automatisation, la sémiotique pourrait faire un peu à la Flaubert, cartographier le milieu de la répétition. C'est-à-dire décrire les environnements matériels, culturels, où le sens se forme, circule et se fige. Par exemple, voilà, on a des milliers d'exemples. Tout le jour, les jeunes ne lisent plus, c'est la crise, on ne peut plus rien dire, la France qui se lève tôt, parce que vous le valez bien, c'est pas sorcier, réformer pour avancer, les Français veulent du changement, etc., etc. Voilà, donc évidemment, Flaubert nous a donné une piste très jolie, une sorte d'anatomie de le stéréotype très belle. Quand il dit, par exemple, vous vous souvenez, c'est un chef-d'œuvre de sémiotique, si l'on veut, quand on lit des exemples très beaux, académie,
toujours respecté. Amour, on en meurt. Chimie, on n'y comprend rien. Flaubert, c'est très beau dans le livre parce qu'au fond, il n'invente rien, il ne fait que répéter, justement. Mais il répète d'une manière très belle, justement, d'une manière métasémiotique, au fond. Pourquoi? Parce qu'il répète pour montrer en montrant la répétition, c'est-à-dire pour révéler le caractère mécanique de ce discours social. Donc, chaque entrée du dictionnaire est un cliché en suspens, une parole automatique, dont la bêtise, pour Flaubert, n'est pas l'ignorance, c'est ça qui est très beau. C'est l'incapacité de voir qu'on répète. En fait, c'est l'incapacité métasémiotique. La véritable bêtise, c'est dans l'absence de construction métasémiotique, de réflexion sur le propre langage. Donc, comme on vient de le dire, évidemment, répéter, c'est maintenir le sens. C'est la condition même de son existence. Mais en même temps, ben, évidemment, c'est aussi le risque de perdre du sens. Donc, le langage vit de ces paradoxes. Il ne peut signifier qu'en reprenant, donc la reprise, mais il ne peut pas rester vivant qu'en transformant, justement. Alors, comment proposer, quoi faire pour sortir de ces paradoxes, d'une certaine manière, pour le travail à faire du point de vue de l'analyse sémiotique sur l'automatisation. Évidemment, ce n'est pas de refuser la répétition, c'est absurde, c'est refuser le langage lui-même. Ce qu'il faut, c'est, disons, apprendre à répéter un peu en reprenant, c'est un Beckett, répéter autrement. C'est faire de la répétition un lieu de différence à la Deleuze. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais, en plus on profite de son centenaire, pour revenir un peu sur Deleuze dans différentes répétitions, où pour qui répéter n'est pas imiter, c'est extraire de la forme figée un potentiel de différence. Et donc, je reprends un peu les idées de Deleuze dans différentes répétitions. Et donc, dans les langages courants, le mot répétition, évidemment, évoque la redite, la mécanique, le retour du même, paraît comme synonyme d'automatisme, de stéréotypie. Or, pour Deleuze, dans différentes répétitions, lui, il essaie de détourner radicalement ce sens négatif. La répétition devient une sorte de catégorie ontologique comme puissance de création, comme principe de différenciation. Donc, l'enjeu pour Deleuze, c'est de rompre avec la conception classique du langage, de la pensée et du sujet fondé uniquement sur l'identité, là où l'automatisme et le stéréotypie fixent le mouvement dans une sorte de forme inerte, la répétition chez Deleuze met le monde en mouvement. Répéter, en fait, pour lui, ce n'est pas reproduire, c'est produire. Donc, au début de l'ouvrage, on introduit la notion d'habitude comme forme primitive de répétition, et il correspond à ce que lui, il appelle la synthèse passive du temps. L'habitude de la contraction de la répétition, il dit, c'est dans l'habitude que se constitue le temps comme synthèse du présent et du passé. Donc, l'habitude pour Deleuze, en tant que répétition des impressions, fonde la continuité de l'expérience. C'est une répétition passive, incarnée dans le corps, dans la mémoire sensorimotrice. Cependant, c'est encore la pensée de Deleuze, lorsque cette habitude se fige, elle devient automatisme, le mouvement se reproduit sans tension, le présent s'enchaîne mécaniquement au passé. Et Deleuze le note de manière explicite, il dit l'habitude a toujours un côté d'automatisme, elle nous livre à la répétition du même. Cette première forme de répétition biologique est nécessaire à la vie, mais elle peut aussi enfermer le vivant dans un cycle de réponses programmées. Donc, c'est un peu la racine de ce qu'on pourrait appeler le stéréotypie, la fixation des schémas, des gestes, des formules. Donc, pour passer de cette répétition du même à la répétition du différent, Deleuze crée une sorte de renversement conceptuel. Donc, lui, curieusement, refuse d'opposer la répétition à la différence. Il écrit ce qui se répète, c'est la différence en elle-même. Idée capitale, la répétition n'est pas ce qui reconduit le même, mais ce qui affirme la différence. Elle n'est pas une copie, mais un processus d'engendrement. Deleuze distingue ainsi la répétition pour la représentation, qui reproduit l'identique, donc l'automatisme, le stéréotypie, et la répétition pour elle-même, qui crée du nouveau. Je cite Deleuze, la répétition telle qu'elle s'oppose à la généralité appartient au domaine de la singularité, de la différence et de la dissemblance.
La répétition mécanique, celle de l'automatisme, appartient à la loi du même. Elle renvoie un modèle, elle copie, elle reflète. Mais la répétition vivante, c'est que Deleuze appelle répétition pure, et sans modèle. Elle invente à chaque fois sa propre loi. Ainsi, pour Deleuze, il renverse la hiérarchie classique entre original et copie. Il ne s'agit plus de répéter un modèle, mais de faire de la répétition le lieu même de la création. Donc, pour lui, la différence n'est plus secondaire. Elle est ce qui se répète, ce qui insiste. Il dit, la répétition n'est jamais la répétition du même, mais du différent. Elle est la condition du changement et de la création. Et il donne ce qu'il lui appelle les 3 synthèses du temps, qui vont de l'automatisme, disons, à la créativité, à la création. Il y a une première synthèse, l'habitude comme répétition passive. Le temps se contracte dans le présent recul, l'habitude permet la survie, mais elle engendre aussi la routine, la mécanique, c'est l'automatisme. La deuxième synthèse, la mémoire, répétition active. Le passé ne se répète pas à l'identique, il se rappelle sous forme virtuelle. La répétition devient un mouvement de pensée, jeu de retour et de variation. Et donc, ici s'ouvre la possibilité d'une désomatisation, désautomatisation. La mémoire réinvente le passé dans le présent. Puis la troisième synthèse, le temps vide ou pur, c'est la répétition créatrice. Le sujet se décentre, se dissout dans le devenir, le présent cesse d'être une succession mécanique, il devient l'espace du surgissement. C'est à ce niveau-là que la répétition est force de création. Et je cite Deleuze, dans le temps vide, le moi se dédouble, le sujet du futur et celui du passé ne se recouvrent plus. Donc, cette pensée de la répétition, pour moi, deleuzienne, a une portée esthétique et évidemment politique. Dans les langages, l'automatisme et la stéréotypie sont des formes d'appauvrissement symbolique, on le sait. Le signe devient réflexe, le discours se répète selon des codes. Mais dans la répétition deleuzienne, celle du retour créateur, on permet au contraire de désautomatiser le langage. Chaque reprise, chaque décalage, chaque variation fait apparaître la puissance de la différence contenue dans le mot. Encore Deleuze, il dit qu'il faut comprendre la répétition comme différence interne, une puissance qui se manifeste dans le retour et non un retour à la puissance. L'artiste, l'écrivain, les penseurs sont ceux qui, en répétant autrement, brisent le cliché, dérèglent l'habitude. Leur geste consiste à réactiver le possible dans la forme, de certaine manière à faire vibrer la différence ou l'apparence du même. Donc, on peut dire qu'il y a dans la pensée de Deleuze, ce qui dans la tradition relève de la copie ou de l'imitation devient le principe de toute invention. La répétition pure, loin de reconduire le même, engendre le nouveau. Donc, l'automatisme et la stéréotypie ne sont que les formes déchues de cette puissance, des répétitions vidées de leurs différences, des retours sans devenir. Donc, voilà. Et alors, à partir de là, une petite réflexion sur d'autres processus de désautomatisation. À la fin, je reviendrai sur un cas dans lequel une étude sur laquelle on avait travaillé avec Denis. Mais je reviendrai à la fin, mais il m'a fait penser à ce processus de désautomatisation. Celui qu'on connaît très bien du formalisme russe, le travail de Viktor Shklovsky et son concept vous vous souvenez, de ostranenie, de défamiliarisation. Comme vous le savez, ce concept ostranenie, concept formulé en 1917 dans son célèbre essai L'art comme procédé, c'est un mouvement qui cherche justement à penser la spécificité de l'art par rapport au langage ordinaire et donc de la routine, de la répétition, des automatismes. Donc, Shklovsky parle d'un principe, d'un constat simple. Dans la vie quotidienne, l'être humain vit sous le signe de l'habitude. Nous accomplissons la plupart de nos gestes de manière automatique, sans y prêter vraiment attention. Les objets, les visages, les mots deviennent si familiers qu'ils cessent de nous étonner. Donc, il dit une chose très belle, une phrase très belle dans son livre L'art comme procédé, célèbre une phrase très connue. Hein. L'automatisation dévore les objets, les vêtements, les meubles, la femme et la peur de la guerre. Même dévorer la peur de la guerre, c'est quand même très fort. Donc, cette phrase exprime avec une grande force la manière dont la répétition et la routine anesthésient notre perception du monde. Donc, pour Shklovsky, donc justement,
l'art a cette fonction de rendre, d'empêcher cette morte de la perception, rendre la perception vivante à travers de l'art. Comme vous le savez, donc ce principe de défamiliarisation essaye tout simplement de, comme il dit, cette très belle phrase, prouver que la pierre est de pierre. Donc, une forme un peu paradoxale qui signifie que justement, que l'œuvre doit restituer à la réalité son étrangeté, sa résistance, sa texture, sa friction, on pourrait dire. Non? Et il dit, le but de l'art, c'est de donner une sensation de la chose comme vision et non comme reconnaissance. Donc, il ne s'agit pas de nommer, de représenter, mais de faire à nouveau sentir. Bon, évidemment, vous le connaissez, les différents procédés qu'il propose en littérature, une syntaxe inhabituelle, un rythme irrégulier, une description très détaillée, etc., etc. En tout cas, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il cherche, ce procédé, c'est ralentir la perception. Bien, pour finir, je vois que avance. Comme je disais tout à l'heure, on avait fait une étude avec Denis Bertrand, il est là, j'espère, encore. Oui, oui, oui. Et il y a quelques années, juste avant le Covid, au moment, quelques mois avant la pandémie, on avait été convoqué ou appelé pour travailler dans une usine multinationale qui produit de l'aluminium parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. Il y avait des accidents parce que c'était évidemment un lieu extrêmement dangereux. C'est une usine très complexe et, où il y avait des accidents et donc il s'est demandé, des accidents souvent, parfois, très grave, mortel. Et donc, il se demandait si les médecins nous pourrions dire quelque chose sur la question, est-ce qu'ils communiquaient mal, etc. Donc, on est allé, on a visité une usine à Colmar, une fabrique de l'aluminium. Et donc, on a essayé de repérer, de comprendre les gens qui travaillaient là. Et en fait, en regardant ce qui s'est passé là-bas, on a mobilisé d'une certaine manière le travail de Jean-Marie Floch sur le usager du métro, qu'on connaît par cœur, et tout le monde les connaît par cœur. Vous vous souvenez que Jean-Marie Floch distingue plusieurs types d'usagers dans le métro. Il parle de l'usager pro qui optimise son trajet, l'usager flâneur, attentif à l'ambiance, aux signes visuels, etc. Et puis il parle du somnambule, qui incarne une sorte de forme intériorisée, automatisée de la pratique. Voilà. Donc le somnambule n'est pas tout simplement distrait ou inconscient, c'est celui pour qui le trajet est devenu parfaitement maîtrisé et au fond donc désémantisé. Tout a été intégré dans un savoir incorporé, une sorte d'interprétation implicite. Donc le corps du somnambule agit en syntonie, mais il lit, si l'on veut, il lit l'espace, sa activité, en fait, sans les lire. Donc. Bon, je pense que là, il y a, dans cette pensée de Jean-Marie Floch, il y a une petite réflexion sur la question de l'automatisme sémiotique, c'est-à-dire la transformation du sens en habitude, sorte d'interprétation sans interprétation. Non? Et alors, dans l'étude qu'on a réalisée avec Denis, on a constaté quelque chose, c'est que, évidemment, on nous a montré des cas d'accidents, etc. C'est ce qu'on a vu, c'est que le plus grave accident survenait précisément chez les employés les plus expérimentés, évidemment. Pas les jeunes qui commençaient dans l'usine. Ceux qui maîtrisaient parfaitement leur métier et connaissaient intimement l'environnement de l'usine où ils travaillaient. Une usine, par ailleurs, extrêmement dangereuse, pleine de fours gigantesques d'où s'échappaient des colonnes, des coulées d'aluminium en fusion, des engins mobiles, sortes de camions et tracteurs gigantesques qu'on n'avait jamais vus aussi grands, qui traversent ces usines immenses à toute vitesse, des machines de laminage dotées de mécanismes particulièrement dangereux. Justement, on a récemment, c'est pour ça qu'elle m'avait été appelée, il y a eu un accident mortel, un type s'est fait choper, et donc il s'était pris par l'engrenage, il était mort là-bas.
des plaques d'aluminium tranchantes comme des bistouris. Donc, un lieu extrêmement dangereux. D'ailleurs, il fallait marcher sur des chemins parfaitement balisés, il y avait des barrières qu'il ne fallait pas traverser avant d'avoir regardé c'est pas quoi, etc. Donc, il y a des grands protocoles, des protocoles extrêmement stricts. Or, justement, ce que disait le paradoxe, c'est-à-dire que les accidents, ces gros accidents qui avaient eu lieu, que vous avez montré, pas jusqu'au bout, on avait vu la vidéo, le début de l'accident, on n'avait pas vu jusqu'au bout de l'accident, heureusement, mais la personne en question qui était morte était un des employés les plus habiles, qui a le plus d'expérience dans cette usine. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était un paradoxe qui était celui d'une grande maîtrise qui devient une source de grande vulnérabilité. Et donc là, évidemment, on s'est rendu compte que là, il y avait un problème justement avec l'automatisme des comportements. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Que plus les opérateurs avaient de l'expérience, plus leurs gestes se faisaient précis, rapides, évidemment, très précis, assurés, mais aussi très automatisés. Leurs compétences techniques s'accompagnaient d'une sorte de désensibilisation progressive à la présence du danger. Évidemment, ça on le sait tous très bien, quand on est en train de commencer à apprendre quelque chose, on est très attentif à ce qu'on fait. Non? Vous démarrez votre voiture sans regarder, partez comme ça. Alors que celui qui commence à conduire pour la première fois, avant de démarrer, il met 10 minutes. La personne met 10 minutes, il regarde les miroirs, tous les lumières, regarde tout. Et il se regarder en même temps. Alors que nous, pas. On y va. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette compétence technique, voilà, était accompagnée d'une sorte de grande désensibilisation à la présence justement du danger. Le savoir-faire incorporé dans les gestes cessait d'être accompagné d'une attention consciente, justement. Autrement dit, ce n'était pas l'inexpérience qui exposait le plus au risque, mais l'excès d'habitude. Le moment où l'action devient une pure exécution, sans aucune vigilance sémétique, où le sujet ne se regardait pas agir ou produire du sens. C'est là où justement les accidents arrivaient. Tout était le plus grave. Le petit accident pouvait arriver aux gens qui commençaient à travailler. Le gros accident arrivait aux gens qui avaient une maîtrise totale de la machine. Donc nous avons parlé d'une sorte de somnambulisme professionnel, un état dans lequel l'opérateur agit dans une parfaite syntonie avec son environnement technique, mais sans le percevoir. Vraiment. Les signes d'alerte, les bruits inhabituels, les micro-variations du rythme de la machine n'étaient plus interprétés comme signifiants. Ils étaient tellement intégrés dans la routine perceptive que le sujet lissait encore le monde, mais d'une manière automatique, sans aucun effort cognitif. Donc, alors nous avons proposé, on a convoqué justement la notion de défamiliarisation de Szlowski, pour essayer de construire justement, pour déshabituer, désonnambuliser l'activité en créant justement des moments de rupture, d'étrangeté volontaire, justement pour réveiller la perception du risque, c'est-à-dire sortir de la routine pour réintroduire, pour resémantiser à tous les gestes que les gens faisaient. C'est-à-dire, il s'agissait de désautomatiser cette perception pour restaurer une sorte de conscience sémétique du milieu du travail et donc du risque justement du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait proposé même une petite expérience pilote, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas, c'était un système des usines immenses, très complexe, donc on avait proposé de faire une petite expérience dans une des usines, une petite usine, pour voir justement, pour produire des petites... un peu comme le formaliste russe, faire des petites expériences de familiarisation. Le Covid est arrivé et l'histoire s'est finie. Parce qu'évidemment, c'est une usine qui fabriquait, une multinationale qui fabrique de l'aluminium dont les soucis principaux sont la construction d'avions, on ne volait plus, des voitures et des canettes de bière et de coca. On n'allait pas au bar, on n'allait plus au bar. Donc, évidemment, ils ont oublié notre projet qui restait comme ça. Et c'est dommage, parce que ça aurait été extrêmement intéressant de voir si on peut, justement, il y a des protocoles pour désautomatiser sans qu'elles deviennent, justement, de nouveaux automatismes, évidemment. Parce que le risque, c'est celui-là, c'est qu'il faut constamment changer les procédures de défamiliarisation. Voilà. Merci.
Juan, mille merci. C'était un peu long, mais bon. Non, Euh, pas vrai. Alors, je vois qu'il y a déjà une question, mais je me permets vraiment pour lancer la discussion. Je donnerai la parole à Denis à tout de suite, mais je voulais un peu revenir sur. Je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit, donc d'une certaine manière, je me trouve un peu démunie, mais je voudrais t'interroger sur quelques exemples, sur quelques cas de visibilisation de ce qui paraît endormi dans la langue, tu as dit, rendre visible par l'art. Par la littérature, c'est peut-être plus simple à étudier, c'est que la littérature transforme, je veux dire, nous sommes un peu plus exercés à les comprendre, c'est peut-être un peu plus difficile avec la musique. Et les arts plastiques, c'est encore une affaire différente parce que, évidemment, chaque période, chaque école, chaque artiste répond à des problèmes qui sont là depuis des générations, souvent. Mais il n'y a pas une reprise, comment dire, il n'y a pas une reprise des problèmes comment dire, toujours facilement traçables dans l'art plastique. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette révisibilisation qui permet de réveiller la langue dans les différentes substances de l'expression? Parce que, disons, la littérature dans les langages, disons, peut-être que ce sont, je sais pas, les métaphores ou d'autres figures de style, je ne sais pas. Et qu'en est-il d'autres arts? Tu qui connais bien la musique, par exemple. Non, je ne sais pas. Évidemment, moi, j'aurais tendance à te répondre par ta question. C'est vraiment l'art qui est capable, justement, Moi, c'est qui m'intéresse. Parce que là, ça me paraît évident. Le mécanisme de l'art, justement, pour des stéréotypes. Par exemple, le stage, par exemple. Mais pour se réveiller, vraiment. Voilà, on voit très bien quand la révolution impressionniste face à l'art pompier, comment elle fait justement pour réveiller le regard, on le voit très bien. Donc, ce qu'on connaît très bien, ce sont les mécanismes, justement, les techniques de l'art pour voilà, un peu laver le regard, non, pour réveiller le regard. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de voir dans d'autres domaines de discours où comment ça se passe. Et là, évidemment, il faudrait un travail, un peu comme tu sais, un petit travail ethnographique, un petit travail d'observation justement des procédures, des mécanismes dans lesquels on voit, par exemple, dans le discours économique ou politique, on peut réintroduire. Mais ça, on ne peut le faire qu'à partir d'un vrai travail d'analyse de corpus. Donc, oui, des terrains et des corpus. Donc, là, le dire intuitivement, comme ça, je ne vois pas. J'imagine, il y a par exemple, on le sait très bien que dans le domaine politique, par exemple, parfois, il y a des pures expérimentations politiques qui sont ce type de procédures. C'est-à-dire à partir de sortes de stéréotypies politiques, des choses on fait comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement, et quelqu'un qui un jour décide essayons de voir. Peut faire autrement. Peut-être on peut faire autrement, essayer tout simplement. Mais j'insiste, je trouve que parler comme ça, ça serait imprudent parce que ça, on ne peut le faire qu'à partir des analyses précises, justement, de voir où il y a des transformations, voir comment les sont réalistes. Donc, on revient à la question de l'ethnographie, etc. Ouais, c'est clair, c'est clair. Denis, à toi la parole. Je mets mon microphone et... On t'entend. Vous me voyez? Oui, oui. On te voit, on t'entend. La nuit tombe. Merci beaucoup à tous les deux pour
pour vos deux exposés très, très, très stimulants et très riches sur une question qui paraissait au départ très assez, qui avait l'évidence de l'automaticité. Bon. Donc je trouve, ma première question s'adresserait à tous les deux. Vous avez évoqué tous les deux la question de l'automatisme dans le langage et dans les corps. Et évidemment, et toi, Juan, tu as employé quand un automatisme devient réflexe. Et donc, je voudrais vous poser la question de la distinction entre l'automatisation et le réflexe, qui me paraît être une question intéressante parce que est-ce que l'automatisation dans le langage devient réflexe de la même manière que le corps réagit de façon non pas réflexive, mais par réflexe. D'ailleurs, il y a un paradoxe entre le réflexif et le réflexe, puisque le réflexif, c'est précisément pas le réflexe. Et peut-être que la possibilité de l'automatisation dans le langage, c'est justement de comporter cette dimension réflexive. Ça me fait penser à un très très ancien texte dont on a évoqué à une certaine période, je crois que c'était avec Paolo, d'un texte de Pradines, sur le fonctionnement sensoriel réflexogène qu'il construisait à partir de la notion de distance. Tous les sens sont des sens de la distance et que justement la distance permet un espace, crée un espace signifiant entre le pur réflexe, disons, les organes intérieurs au corps qui sont de purs réflexogènes et les sens de la vue, y compris le toucher, qui est un sens de la distance, etc. Ça, c'est ma première réflexion et ma première question. Ma deuxième, c'est, je reviendrai, Maria Giulia, sur la question de stéréotypie stylistique. C'est une assez question, mais je trouve que ça illustre bien le paradoxe de l'automatisation et particulièrement le paradoxe du style, puisque les deux C même du style sont d'un côté l'innovation, la singularité, la singularisation justement, la révocation des produits de l'usage au profit d'une création. Et le deuxième, c'est même de style, c'est justement c'est la sédimentation et la pure répétition. Et c'est ce que tu évoquais d'ailleurs, je crois. Je me demande si tu évoquais plus le c'est même du style comme reproduction de traits qui se prêtent même à la reproduction. C'est Van Gogh, mais c'est au fond, tu faisais de Van Gogh ce qu'on peut faire avec les églises romanes, au fond. On en reproduit des traits d'une façon quasiment automatique. Et à partir de cette réflexion sur le paradoxe du style, je voudrais revenir sur ce que Juan a assez longuement évoqué, au fond, sur l'idée de processualité, que l'automatisation ne peut résulter que d'une processualité, des phénomènes d'usure et de désémantisation par l'usure. Moi, ça me conduit à une dernière réflexion qui est celle un peu transversale, qui concernerait au fond le problème de l'occultation, le problème de l'invisible, de l'inaperçu et de l'occulté. Est-ce que disons, c'est un problème. Enfin, moi, je crois qu'il y a véritablement une sémiotique de l'occulté et de l'occultation qui mériterait d'être développée. Et je pense que vous avez déjà un petit peu contribué en, en mettant en relation, au fond, la signifiance dans l'automatisation, la perte de saisie du sens par les gestes automatiques que Juan évoquait, mais aussi la question de l'oubli, dans ce qui est occulté, non seulement c'est pas ce qui est inaperçu, c'est ce qui devient inaperçu par l'habitude. Donc voilà, un ensemble de questions que je vous propose. Je réponds aux deux disons, qui me sont adressés plus directement. La première, la question du réflexe, la différence entre réflexe et automatisme. Et tu demandais si dans le langage on peut parler du même type de réflexe, mais on parle de réflexe dans le corps. Moi, je le pense. Je pense qu'il y a
des réponses qui fonctionnent, par exemple, dans certaines formes de dialogue ou certaines formes de discours qui appellent toujours à des réponses, toujours, souvent à des réponses purement réflexes, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le sujet, par exemple, de l'interaction, répond de manière réflexe, on peut dire de tac au tac, avec des formes déjà parfaitement des clichés, des formes, par exemple, on sait très bien qu'il y a des situations dans lesquelles on sait que celui qu'on a en face va répondre, par exemple, par un dicton. Donc, parce que la situation, la réponse discursive à la situation va passer par un pur réflexe, vraiment. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout qui est automatique, une vraie réponse automatique à des formes discursives. Pour ce qui concerne ta dernière question, moi je suis tout à fait d'accord. Moi je pense qu'on doit vraiment travailler sur cette idée de l'occultation, des processus d'occultation. Je le disais au début, c'est-à-dire ces formes de sémiotique, ces formes métasémiotiques, ces règles en fait, qui ne sont pas explicitées, qui sont occultées volontaire ou involontairement, c'est pas la question, mais qui sont vraiment effacées, qui disparaissent, sont oubliées ou effacées. J'insiste, de manière volontaire ou involontaire, mais justement qui sont occultées. Et je pense que c'est là la véritable stéréotypie, c'est-à-dire celle, parce que tant que les stéréotypies maintient la conscience sur le sujet de la règle qui les produit. D'une certaine manière, les stéréotypies, je ne dirais pas qu'elle est mineure, mais il y a au moins la conscience de la stéréotypie. Alors que dans la règle qui existe, mais qu'on ne voit plus, c'est là vraiment où il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on oublie que c'est un stéréotype, justement, parce que la règle qui le produit a complètement disparu. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que, justement, il y a un travail de comprendre quels sont les mécanismes qui font disparaître, qui occultent les règles qui ont produit le stéréotypie. C'est un des travaux qu'on produit les automatismes aussi, c'est un travail à faire, justement. Merci, Denis. Je vais surtout répondre peut-être aux deux dernières, à la stéréotypie stylistique et 2 mots sur l'occultation. Alors, la stéréotypie stylistique, bon, on a vu, j'oserais dire que c'est facile de décrire la stéréotypisation stylistique réalisée par les modèles génératifs. La proposition que j'ai faite est celle de dire on a une restriction des caractéristiques par rapport à une grande variété qui est celle qui est la variété des styles historiques et ces traits fondamentaux qui sont retenus par la machine parce que plus fréquents, plus gadgetisés, etc., etc. Parce qu'il faut considérer que, par exemple, Van Gogh, dans les bases de données, il n'y a pas que Van Gogh tout seul, mais il y a tous les sacs à main, tous les t-shirts, tout ce que la mode a fait de lui, etc., etc. Donc, on a cette double processus de restriction, sélection des traits, donc typification, et puis expansion. C'est pour ça que je parlais d'intentionnalité et d'extensionnalité. Expansion sur toutes les thématiques, à certains traits, une sélection des traits est répandue et diffusée, distribuée sur toutes les thématiques, paysage, portrait, nature morte, etc. C'est plus difficile, évidemment, d'étudier la stéréotypie des styles historiques. C'est là le problème, parce que tu as bien vu, quand j'ai montré que Van Gogh, au même endroit et plus ou moins à 2 années de distance, a produit les paysages avec les cypres et l'Arlésienne, à travers 2 styles, mais complètement différents. C'est vraiment
incroyable comme il a pu faire des plages larges à la Gauguin en 90 et du divisionnisme en 88. Alors, ça ne suffit pas, malheureusement, de dire que ces traits, tout simplement, ils se sont sédimentés, ils se sont répétés. Parce que, effectivement, ça paraît dire, l'exemple de Van Gogh, ça paraît dire que à chaque genre, mais aussi à chaque peut-être personne portraiturée, à chaque paysage portraituré, on a une différence à faire, une forte différence à faire. En même temps, parfois il est reconnaissable, parfois non. Parce que moi, si je devais voir l'Arlésienne sans savoir, je pourrais dire, c'est ça tout le problème de l'attribution, l'histoire de l'art. Si je devais voir l'Arlésienne comme ça sans rien savoir, je pourrais même penser peut-être pour les couleurs à Matisse, pour les plages à Gauguin, etc. Tu vois? Donc, il y a quelque chose qui échappe la possibilité de dire il s'agit d'une sélection de traits qui sont répandus sur plusieurs genres. Et j'oserais dire même qui se différencie à chaque sujet. Parce que quand il fait ses autoportraits, il se traite de manière complètement différente que quand il fait des portraits d'autres personnes. Donc, le problème me paraît grand et important. Et pardon? Oui, Et sur l'occultation, oui, je suis d'accord que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut trouver les bonnes indexicalisations, les bien doigts pointés pour pouvoir travailler sur l'occultation. Moi, j'ai travaillé sur l'occultation, non pas au niveau des pratiques, mais exclusivement au niveau des iconographies. Quand j'ai travaillé sur les sacrés, par exemple, comment montrer qu'il y a un secret à découvrir, non? Les secrets, je ne sais pas, de la Vierge Marie, comment on peut enfanter ou d'autres problèmes de notre religion, ou quand je travaillais sur l'image scientifique, c'était toujours trouver, repérer dans l'image un index qui puisse montrer que quelqu'un est manquant, que quelqu'un est occulté. Et c'est ça les grands problèmes dans les pratiques, je veux dire, parce que dans l'iconographie, d'une certaine manière, j'oserais dire, c'est plus facile. Et dans les pratiques, par contre, trouver l'indexacalisation de l'occultation, du secret, disons, du secret ou du manquant, hein, est plus difficile à faire pour nous, je crois. Il y a une question d'Avner Pérez. Yves-Marie aussi. Ah, Yves-Marie? Oui. Alors, pendant que tu fais, moi je vais aller chercher ma valise. Vas-y, Vas-y, Yves-Marie, à toi. Maintenant, qui est peut-être un sujet, est-ce qu'il faut vraiment se poser ce problème d'équilibre entre différentes répétitions de répétition lui-même, sans poser la question de l'affect, du désir. Ça me paraît presque impossible. Et donc, il faut leur faire une place dans un dispositif thématique possible. Et, comment dire, on ne peut pas uniquement traiter l'habitude ou la régularité de façon dépréciative, alors que les oratrices, évidemment, elles sont à Chanibat depuis temps vital, elles ont un rôle tout plus, c'est-à-dire le rôle d'une médiation inéliminable en vue d'accéder à quelque chose de maintenant, etc. Donc, il y a en quelque sorte des productions sémiotiques sont extraordinairement fréquentes quant à ce rôle de résurrection, de réanimation vitale qu'elle nous accorde. Je ne vois pas très bien comment on peut s'en tirer de l'expérience en tenir compte. Qu'est-ce qu'elles sont les disciplines quand elles posent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une sorte de sociologie, une sorte de politique du désir, ou est-ce que c'est juste un appareil conceptuel qui sert à nous rappeler de temps en temps le défaut de notre discipline, c'est-à-dire ce qu'elle ne peut pas rendre compte et dont elle doit tenir compte de l'absence de ce dispositif, finalement. Ça semble et de lui-même il a été tombé le thème de la répétition.
par exemple, sur la notion de diagramme, il n'est absolument pas interrogé sur la question. C'est juste un couple une fois qui réussit, c'est une mutation, c'est une question de transition de mutation, qui réussit une fois, à chaque fois, différemment. Voilà. Et ça n'est pas du tout. Voilà, donc, tous ces concepts, disons, puissance d'affecter, d'être affecté, etc., ne sont pas rapportés de façon claire à leur. Peut-être qu'on ne peut pas. Je sais pas. Oui, oui. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je trouve que c'est une question à réfléchir, oui. Je n'ai pas de réponse. Oui, oui, oui. Avner? Avner, à toi la parole. On ne te voit pas, on ne t'entend pas. Bon. Donc, on peut conclure. Oui. Alors, Ah, bah, il est là. On ne t'entend pas, Avner. Non. Ton micro est encore. Non, on dirait qu'il est ouvert. Maintenant, il est ouvert. Et on ne l'entend pas. On ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Peut-être ça suffit parfois ça suffit de. Oui, c'est la machine qui a décidé. Oui, de redémarrer l'ordinateur, de redémarrer les Teams. Là, il est coupé, ton Là, il est micro. coupé, oui. Carrément. Et là, il n'est pas coupé, mais on ne t'entend pas. C'est quand même étrange, hein? Mais c'est déjà arrivé avec d'autres participants. Je ne sais pas si tu veux écrire ou je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoute, peut-être tu pourras lui écrire, Voilà, nous écrire. Écrire, voilà. Désolé, Merci d'être là, d'avoir été là, Merci à Avner. toutes C'était et à toujours un tous. plaisir de te revoir. On Merci. se revoit le 3 décembre 3 décembre avec Pierre Cassou-Nogues. et Federico Montaner. Ciao, ciao. Merci à tous et à toutes.